Je pense qu'on peut commencer. Merci Mathilde. Bonjour, bonjour, mon nom est Patrick Dancourt, je suis le directeur des achats Europe de la société Steelcase et je suis membre du board de l'AmCham France. Je suis ravi de vous accueillir, bienvenue à tous, et d'introduire rapidement notre événement de ce jour qui est centré sur le thème de l'attractivité de la France, de l'attractivité du pays. Vous le savez sans doute, depuis plusieurs années, l'AmCham France, avec le soutien du cabinet Bain, met en œuvre un baromètre destiné chaque année à mesurer l'attractivité du pays, de la France, aux yeux des investisseurs étrangers et en particulier aux yeux des décideurs américains. Ce matin, nous aurons l'opportunité d'examiner les derniers résultats de la dernière enquête effectuée à la fin de l'année dernière et d'en évoquer les perspectives. Je vais très rapidement introduire le programme. D'abord, nous sommes très heureux et très honoré d'avoir la participation de Jessica Webster, qui est ministre conseiller des Affaires économiques de l'ambassade des États-Unis. Elle interviendra juste après mon introduction. Et nous sommes aussi également très heureux d'avoir avec nous André-Paul Leclerc, président de la Commission des Affaires économiques de la région Hauts-de-France. Bien sûr, ce matin, nous serons très centrés sur Hauts-de-France. Ensuite, je donnerai la parole à Marc-André Kamel et à Bijan Iqbal pour évoquer donc les résultats du baromètre et évoquer également les grands enseignements qu'en tire l'AmCham France. Et puis, dans une deuxième partie, on réexaminera le même sujet, mais à travers l'exemple très concret de 3 entreprises emblématiques actives dans la région. Je veux parler de 3M, de FedEx et de Otis France, et on conclura avec le soutien de Luc Doublet sur les perspectives de la région. Voilà, donc un programme riche qui, je l'espère, vous satisfera, et je passe sans transition à la parole à Jessica. Jessica? Bonjour, merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour discuter du baromètre AmCham Bain, des investissements en France et des opportunités pour la région Hauts-de-France. Je tiens à remercier chaleureusement à l'AmCham Bain et à la région Hauts-de-France pour la qualité de nos relations. Mais comme la tradition se dit, je vais continuer en anglais pour faciliter un peu la conversation de mon part. Merci beaucoup. First, I'd like to say the United States is really delighted to maintain its position as the top foreign investor in France. I think you know the numbers. In 2019, the stock of foreign direct investment from the United States and France was $84 billion. In that year, projects by US companies, 238 of them, accounted for 16% of all job-creating foreign investment recorded in France. In 2020, the number of projects fell slightly, but the number of jobs created grew to 8,886 million more than in 2019. American companies bring business and technical know-how, but in my experience, often a tradition of corporate social responsibility by which they give back to their host communities. In Hauts-de-France, US investment is present across a broad range of sectors, including logistics, chemicals, agricultural equipment, food products, and energy. The Embassy of the United States here in Paris is strongly supportive of the region's partnerships with the United States. Many of you know that the Hauts-de-France has had a sister region partnership with the US state of Maryland since 1981, and that just last December, that partnership was formally renewed with a focus on shared high priority sectors such as life sciences, cybersecurity, agriculture, tourism, and culture. For me, one of the lessons learned of this past year has been the importance of knowing who your partners are, for the importance of maintaining continuity in difficult times and resuming and moving forward in better times. The United States and France are certainly such partners. We share a vision now of building back better after the epidemic, and ensuring that our economies are growing, sustainable, equitable, and of course, competitive economies. The US companies in Hauts-de-France, I believe, are making a contribution in leading industries. I hope to see additional partnerships between US and French regions and companies
as we open back up and as the United States and France take on important shared challenges. Since today is Earth Day and our president is hosting a climate summit, I think meeting our climate commitments and leveraging opportunities presented by the green transition is a very rich area to examine. As you know, the AmCham Bain Barometer highlights why US investors are attracted to France as a place to do business. Over the 20 years of its publication, the barometer has become an important tool for taking the pulse of the business community and as a metric for assessing the impact of economic policy. Our embassy looks forward to continuing to work with AmCham and other organizations to increase our bilateral trade and investment. And lastly, in that respect, I encourage you to reach out to us in the embassy. Our foreign commercial and foreign agricultural services work directly with companies that want to export to France from the United States or want to better understand the operating rules and opportunities here. Our economic section likewise can respond to questions about US economic and trade policies, and we can draw on the expertise of our colleagues from other sections who are present in the embassy, like the Department of Energy. We also look forward to continuing to highlight US-France economic ties through the annual Transatlantic Business Club. This club is a forum sponsored by AmCham and Business France, but supported by the Embassy of the United States. This is a forum for business people to share views among themselves and with policymakers. In the past, since this began in 2019, we focused on threats and opportunities of Brexit, the challenges presented by the economic crisis, and developing a workforce for the future. So thank you to AmCham and Business France for that opportunity. So thank you for the opportunity to be with you to open this interesting discussion, and I look forward to staying with it and hearing what it brings. Thank you and good morning. Thank you very much, Jessica. Je passe tout de suite la parole à André-Paul Leclerc, président de la Commission économie de la région Hauts-de-France. Thank you, Patrick. Good morning, everybody. I'm André-Paul Leclerc. I'm Regional Counsel of the Région Hauts-de-France, effectively President of its commission, Economic Commission. This follows a 30 years career in finance and international development. I was based in France, in Asia and Eastern Europe. I'd like to thank you, Mrs. Webster, for this introduction. It's good to feel in line on all what you have expressed. I'd like just to say today that today two events will talk about partnership. The first event for me is very important, is this international summit launched by the President of the United States, where Mr. Biden says to the whole world that America is back on stage to tackle together and collaborate to challenge all the issues related to the climate. So this is the first event related to cooperation, to partnership. And the second event is this now, where you offer, you American enterprises, you offer to the Région Hauts-de-France the opportunity to present itself. Just let me tell you that we consider you as our first international partner because you hire in Région Hauts-de-France more than 41,000 people throughout 335 localizations in all the regions, all the cities. Thank you very much. And mostly what is important for me is the dynamic. Something like 10 years ago, we would achieve 6 projects per year. Now, on average base, we do something like 15 projects a year, and we have created or preserved 16,000 jobs since 2012. So it's very good. I understand that we keep attractive for you, that you do appreciate our localization, our infrastructures, and our cost. And let me tell you, you are right. And the figure which touches me mostly is 70%. 70% of you express a positive or very positive opinion of the policies that we manage. Let me tell you on behalf of all the teams that we thank you about it. And we do appreciate because they work, they work very hard for it. And this figure of 70% of satisfaction is also considered as a very strong demand from you, because we have to maintain a high quality service for you,
not only when you invest in the Région Hauts-de-France, but also on the after-sales service we must provide to you. So last year, we took the opportunity of the COVID to call something like 220 foreign companies, and we realized we can help them on many issues, such as a very simple one, such as obtaining the French driving license for an expatriate. So we have to help you, we have to provide you the after-sales service. Please, thank you very much to help us to improve on that stage. And the last point I would like to emphasize about the 70% of satisfaction is that it's a very strong demand from you that we maintain and improve our policy on innovation. For the last 10 years, we have undergone the third industrial revolution, which means in some words that we believe we must and we can reindustrialize the region thanks to innovation and with the view, with the target to minimize, to reduce the carbon print. And for the last 6 years, with Xavier Bertrand as president, we have undergone different policies, such as the creation of a specific agency on innovation, or the creation of cyber campus, or specific fund to reinforce the health center. Or we have created Accord de Branche, where different branches, like industry, like agro-food, retail, they come and talk together and they realize they have common issues and we solve them together. So please understand that we want to innovate. As a conclusion, you understand I'm a man from enterprise. So this is a strong message from Xavier Bertrand, who places such people like me in the heart of its policy, which means that we want to consider the enterprise as the key of our policy. You understand I'm a man from enterprise. In fact, my family runs a lot of companies worldwide, mostly in the retail. We hire something like 500,000 people all around the world, of which in United States, the company Cytel Group. And as a conclusion, I want to share with you 2 points. The first point is that, the first one is you and us, we all work for the children of our children. Of course, we have the pressure for the short-term results for the next quarter, but we all have impact for the children of our children. So the climate issue is a key issue, the transition issues are absolutely key. And the second point, following these 6 years of first mandate in policy for me, in politics for me, I can tell you, I do understand that a company must have a worldwide vision and can combine it together with the ambition of local communities. And that you can have a worldwide policy provided it's based on local ground. So you understand, as final word, that Région de France and American enterprises, American companies, we are partners and we want together with you to develop action and innovation. So thank you very much for this morning and I hope to see you next time. Have a nice day. Merci beaucoup, Madame Webster. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc, pour ces perspectives très enthousiasmantes. Je propose qu'on passe maintenant aux résultats de l'enquête sur l'attractivité. Vous verrez qu'on retrouve plusieurs des thèmes évoqués par Mme Webster ou Monsieur Leclerc. Et je passe tout de suite la parole à Marc-André pour qu'il nous explique à la fois le baromètre et ses résultats. Merci beaucoup Patrick. Merci Madame Webster et merci Monsieur Leclerc pour ces introductions très enthousiasmantes. Comme disait Patrick, ça va être difficile de venir après vous en fait dans la discussion. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement en fait les résultats de notre 21e édition du baromètre AmCham. Comme chaque année, en fait, notre 21e baromètre AmCham Bain avait 3 objectifs. Mathilde, si tu veux nous prendre sur la planche d'après, s'il te plaît. Le premier objectif, c'était mesurer d'une année sur l'autre le moral des investisseurs américains en France et leur perception de l'environnement économique. C'est très important parce que les investissements américains sont les premiers investissements étrangers en France et comme le disait M. Leclerc, c'est très important aussi pour l'emploi dans les différentes régions françaises. Notre deuxième objectif, c'était de comprendre les stimulants et les irritants de la vie en France pour les salariés américains. Et enfin, nous voulions recueillir l'opinion des investisseurs américains sur des sujets
qui font l'actualité ou qui ont fait l'actualité économique en France sur les 12 derniers mois, dont évidemment la situation exceptionnelle qui est liée à la pandémie. Alors, en termes de méthodologie, on a adressé un questionnaire entre décembre 2020 et janvier 2021 aux dirigeants de la plupart des filiales françaises de sociétés américaines. Nous avons recueilli 124 réponses de sociétés américaines qui représentent au total plus de 58 000 employés en France et plus de 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Alors, les réponses obtenues nous semblaient de qualité et très représentatives. De qualité parce qu'elles viennent dans leur très grande majorité, à 81%, de personnes très seniors, des PDG, des DG ou des membres de COMEX, des avocats seniors, etc. Mais elles nous semblaient aussi représentatives à la fois en taille d'entreprise, en diversité et en secteur d'activité. Parce que les sociétés de plus de 1000 salariés en France, sur la planche d'après, comptent en fait pour plus de 40% de notre échantillon. Les sociétés ayant entre 100 et 1000 salariés représentent 42% de l'échantillon, c'est une petite moitié. Et les sociétés ayant moins de 100 salariés en France représentent un peu plus de 15% de l'échantillon. Mathilde, voilà. Sur la droite de cette planche, vous pouvez voir aussi que la segmentation de l'échantillon des répondants est également très variée. Cette année, les secteurs qui ont été les plus présents dans nos répondants sont ceux de la chimie, parachimie, les cabinets d'études et de conseil, la pharma, l'informatique, le transport et la logistique, l'agroalimentaire, l'industrie lourde et le juridique. Mais évidemment, de nombreux autres secteurs constituent les 25% restants. Alors, ces points de méthodologie étant établis, je voudrais vous proposer de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir ensemble les principaux messages de cette 21e édition, en commençant par l'attractivité de la France. Nous parlerons ensuite de l'attractivité de l'écosystème d'innovation français. On fera un petit tour des principaux événements récents qui ont impacté l'attractivité de la France. Et on fera un zoom rapide sur l'attractivité des régions. C'est un thème qu'on met en avant dans le baromètre depuis l'année dernière. Et enfin, je laisserai la place à notre président Bijan Eghbal, qui viendra ensuite détailler les recommandations que nous formulons au nom de l'AmCham. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail des chiffres, je voudrais juste vous dire en deux mots, en fait, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cette présentation. Année après année, en fait, les résultats du baromètre, si tu peux revenir en arrière une seconde, Mathilde, année après année, les résultats du baromètre ont montré qu'en privilégiant la prévisibilité et la stabilité, les entreprises américaines s'inscrivaient dans un horizon de très long terme en matière d'investissement. Le baromètre 2020, pour ceux qui l'avaient vu, avait été marqué par des résultats records, un moral au beau fixe malgré la crise des Gilets jaunes, et franchement, rien ne laissait présager l'année hors du commun que nous allions vivre. Sans surprise, la lecture du baromètre 2021 traduit une certaine déstabilisation des équilibres, une polarisation des opinions, on va le voir à plusieurs moments de cette présentation, et une exacerbation des défauts historiques de notre pays. Pour autant, l'érosion de l'attractivité de la France est relativement contenue et la pandémie n'aura que faiblement entamé l'optimisme des investisseurs américains. Et le plus important, c'est que notre pays semble bien placé pour tirer son épingle du jeu en Europe, à condition que des actions soient prises et que l'on maintienne une vigilance élevée sur les principaux irritants. Alors maintenant, si on rentre dans les chiffres, les données recueillies ces dernières semaines montrent que les répondants sont en moyenne moins optimistes que l'année dernière sur les perspectives économiques, essentiellement à cause des incertitudes liées à la sortie de la pandémie. Et on va sortir de cette crise avec un certain nombre d'industries qui auront été sinistrées, avec des restrictions budgétaires et d'autres contraintes. Il est intéressant de constater néanmoins que cette baisse d'optimisme se matérialise par une plus grande polarisation des opinions. Le pourcentage de répondants, si vous regardez la dernière barre à droite du graphe, le pourcentage de répondants pour 2020 qui anticipent une évolution positive du contexte économique pour leur secteur d'activité est globalement stable par rapport à 2019, autour de 40%. C'est plutôt le pourcentage de répondants pessimistes qui augmente. Alors, par ailleurs, cette érosion d'optimisme qu'on voit ici se traduit par des perspectives de création d'emplois pour les 2-3 ans à venir plus faibles que pour les années précédentes. 27% seulement de nos répondants nous ont dit qu'ils anticipaient une augmentation de leurs effectifs alors qu'ils étaient 51% l'an dernier. Et 28% de nos répondants pensent que leurs effectifs vont diminuer à court moyen terme contre 7% l'année dernière,
ce qui était le chiffre le plus bas des 6 dernières années dans notre baromètre. Et cette évolution, en fait, est le résultat d'une incertitude sur la sortie de crise sanitaire et la conviction que des réorganisations, ou au minimum des gains de productivité, vont être indispensables dans les entreprises. Alors, dans ce contexte de perspectives économiques un petit peu moins optimistes, qu'est-ce qu'il en est du coup de l'attractivité de la France pour les investisseurs américains? Eh bien, après avoir atteint un niveau record il y a un an, dans la 20e édition du baromètre, avec 64% des répondants qui nous disaient que la perception de la France par leur maison mère était bonne ou très bonne, par rapport à d'autres destinations concurrentes, bien entendu, le baromètre 2021 montre qu'un répondant sur deux, 48% exactement, pense que la perception de la France par sa maison mère est bonne ou excellente. Alors, c'est un recul, certes, mais franchement, c'est un recul limité, puisqu'on revient au niveau de 2017 et 2018. Il y a toujours un socle important d'entreprises américaines qui pensent que la France a toutes les cartes en main pour être durablement très attractive, même si l'on revoit poindre certaines perceptions négatives historiques. Dans une des citations à droite, on entend dire que la France est un pays compliqué, et je reviendrai en fait sur ces perceptions négatives historiques dans quelques minutes. Alors, autre point de vigilance, le NPS de la France en tant que destination d'investissement. Nous utilisons depuis des années le Net Promoter Score, le NPS, qui est la différence entre les vrais promoteurs de la France et les détracteurs de la France. Donc ceux qui sont prêts à se battre pour attirer des investissements et ceux qui vont dire non, franchement, détournez-vous de la France. Et ce score, qui est utilisé d'ailleurs dans les entreprises, qui est utilisé pour des services, etc., même s'il s'était amélioré à partir de 2017 pour sortir des profondeurs abyssales où il s'était enfoncé, ce score était resté légèrement négatif ces dernières années. Dans ce dernier baromètre, il s'érode un petit peu, mais encore une fois, c'est une érosion contenue. Le pourcentage de prescripteurs est stable, c'est le pourcentage de détracteurs qui augmente un petit peu. C'est le reflet de cette polarisation continue. D'un côté, on a des points forts de notre pays et la satisfaction vis-à-vis des orientations prises par le gouvernement. Et de l'autre côté, ce sont des irritants qui continuent, année après année, d'impacter notre attractivité et qui montrent une vraie attente que les réformes aillent à leur terme sans changement de cap ou sans réduction des ambitions. Alors, comment on explique cette évolution du NPS? Si tu peux aller une planche plus loin, s'il te plaît, Mathilde. Alors, autrefois, on a regardé en fait les facteurs qui influent les décisions d'investissement d'un groupe. Autrefois classé 5e au rang des critères décisifs dans leur choix d'investissement, le climat social est devenu en 2020 le premier facteur de décision d'investissement pour les investisseurs américains. 100% d'entre eux, si vous regardez la première barre à gauche de ce graphe, 100% d'entre eux le jugent important. C'est un peu le symbole de la persistance d'une question qui cristallise les attentes et que les réformes ne sont pas encore parvenues à satisfaire. Comme les années précédentes, il n'y a pas que le climat social, la qualité et la disponibilité de la main-d'œuvre, le contexte économique, la sécurité juridique restent des critères primordiaux pour les investisseurs. Et la disponibilité et la qualification de la main-d'œuvre sont le reflet de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée partout dans le monde. Ce qui fait que si on peut se battre là-dessus en France, on aura un atout. Donc ça, c'était pour les critères de décision. On a aussi interrogé les investisseurs sur les forces et les faiblesses de la France. Et elles sont sensiblement les mêmes que les années précédentes. Comparée à d'autres destinations d'investissement européennes, la France dispose d'un certain nombre d'atouts qui la rendent plus attractive pour les entreprises étrangères. On retrouve l'environnement culturel, la qualité de vie, la situation géographique comme principale force. Et on retrouve, si vous regardez la droite de ce graphe, les licenciements, à la fois les coûts et les procédures de licenciement, ou le coût de la main-d'œuvre comme les principales faiblesses de notre pays. Ces faiblesses persistantes et particulièrement contrariantes dans un contexte de crise participent à la baisse d'attractivité de la France cette année. Alors, au total, si on croise les deux dimensions, d'un côté les critères de décision et leur importance, et de l'autre côté le positionnement de la France sur ces critères, ce qu'on voit, c'est que les forces à valoriser, qui sont le cadran en haut à droite de ce graphe, les forces à valoriser regroupent les critères que les répondants jugent importants dans la décision d'investissement et sur lesquels la France est bien positionnée. Et ces forces sont la qualité de la main-d'œuvre, les infrastructures de notre pays, la recherche et le développement et la position géographique de notre pays. Ça, c'est un atout qu'on ne pourra jamais nous prendre. On voit aussi poindre la sécurité juridique et la disponibilité de la main-d'œuvre.
Le contexte économique est juste à la frontière de ce cadre. À l'inverse, les priorités d'amélioration regroupent les critères que les répondants jugent importants, donc ils sont à droite, mais sur lesquels la France est moins bien positionnée, c'est donc plus bas. Parmi ceux-ci, on retrouve le coût et le droit du travail, les coûts et les procédures de licenciement que je mentionnais tout à l'heure dans les faiblesses de la France, les procédures administratives, le régime fiscal des entreprises et le climat social, social qui est devenu le critère de décision le plus important pour les entreprises. Ce qui est très intéressant, cette image, c'était l'image de 2020. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution. On a la chance, puisqu'on fait ce baromètre depuis des années, de pouvoir regarder en fait l'évolution dans la durée de ces différents critères, dans la perception des investisseurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que les forces à valoriser pour la France, donc le cadran en haut à droite, le sont devenues encore plus des forces. Et les priorités d'amélioration sont restées les mêmes et sont même devenues pour certaines encore plus aiguës. Donc il y a encore plus de polarisation. Voilà un autre endroit où on voit cette polarisation. Et cette polarisation qui continue malgré les efforts du gouvernement et les réformes entamées, et plébiscitées d'ailleurs par les investisseurs, on le verra dans une seconde, cette polarisation s'explique peut-être par un ou deux facteurs. D'abord, une perception de difficulté au moment où la pandémie force les entreprises à travailler leur structure de coûts. Dans nos entretiens avec des chefs d'entreprise qui ont répondu à notre baromètre, ce point de difficulté est ressorti. Et c'est là où les irritants historiques de la France reviennent au premier plan malgré les efforts réalisés. Alors, par ailleurs, il faut aussi se rappeler que l'évaluation de la France par les investisseurs sur ces différents points qu'on voit sur ce graphe, elle se fait en relatif par rapport à d'autres destinations d'investissement. Et il ne faut pas oublier que les autres marchés bougent aussi et essayent de se rendre encore plus attrayants pour les investisseurs. Et il nous faut, en tant que pays, garder le cap, voire même redoubler d'efforts. Donc justement, contre qui la France se bat pour attirer l'investissement étranger, et américain singulièrement? En fait, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas demeurent les principaux concurrents de la France comme destination d'investissement. Ils apparaissent dans le tiercé de tête, à la fois pour le contexte macroéconomique, pour le capital humain et pour les coûts et la fiscalité. Seules l'Italie et l'Espagne émergent aussi dans ce trio de tête, mais uniquement pour les aspects de qualité de vie. Dans cette compétition avec ses voisins européens, la France pourra compter sur un nouvel atout ou sur un nouveau fer de lance, la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, puisque près de 70% des investisseurs considèrent le cadre réglementaire français comme propice à l'engagement sociétal et environnemental des entreprises. Alors, certains déplorent tout de même le manque de prévisibilité et les changements de la législation environnementale, mais c'est un petit point, 70% des investisseurs considèrent le cadre comme propice. Dans notre baromètre, on a l'habitude aussi de nous intéresser chaque année à l'attractivité de la France, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les salariés étrangers. Et la bonne nouvelle est que le NPS de la France pour les collaborateurs étrangers s'améliore légèrement, à la différence de ce qu'on avait vu pour la France comme destination d'investissement, ce qui conforte en fait notre analyse que derrière le sentiment d'incertitude ou de frilosité qui marque les réponses de ce baromètre, les fondamentaux de la France restent très très solides. Alors, il y a un certain nombre d'irritants et un certain nombre de stimulants pour les collaborateurs étrangers. Et quand on a demandé en fait quels sont ces stimulants et ces irritants, ce qui ressort est très intéressant. Le système social de la France et ses infrastructures restent encore cette année les principaux atouts pour l'emménagement en France d'employés étrangers. Sont notamment cités, comme vous voyez sur le graphe, la qualité de vie, la culture locale, l'accès au système de santé, les infrastructures de transport, la scolarité et ou la garde des enfants. Alors, ces points forts, ces stimulants, sont contrebalancés par quelques irritants, dont cette année encore le climat social et la fiscalité des particuliers. Et cette question en fait, des stimulants et des irritants est très importante parce qu'un investisseur ne met pas en place que des murs et des bureaux, il n'envoie pas juste des transferts d'argent, il déplace des talents. Et si notre pays rebute les salariés, il y a fort à parier que nous perdons des opportunités d'attirer des entreprises. Alors, on a demandé à nos répondants en fait, de nous donner quelques détails. Les verbatims que vous pouvez voir sur cette planche illustrent bien ces différents points. Les irritants qu'on a choisis sur la partie de droite de la planche ne sont pas des cas isolés, mais des choses que nous avons entendues de nombreuses fois.
Par exemple, les procédures administratives, le faible nombre d'écoles internationales sont régulièrement mentionnés. Plus largement, le coût de la vie est un point de plus en plus prohibitif et le coût du logement à Paris remonte régulièrement dans nos entretiens. Donc voilà pour les collaborateurs étrangers des entreprises américaines en France. Autre point dont on a voulu parler, c'était l'écosystème d'innovation français. Depuis quelques années, l'innovation est un point très, très important pour attirer les investissements. On parle beaucoup de R&D et d'innovation comme atout de la France. Nous avons donc posé la question directement à nos investisseurs. Qu'est-ce que vous pensez de cet écosystème d'innovation français? Et la réponse est éclatante. 86% des répondants, c'est la barre de gauche, ont une opinion positive ou très positive de notre écosystème d'innovation et seulement 3% en ont une opinion négative. Et les raisons sont très claires. La France forme un grand nombre d'ingénieurs, de développeurs, etc. et ces talents sont de plus en plus prisés. Par ailleurs, les investisseurs reconnaissent aussi le soutien de l'État à la nouvelle économie, puisque 57% des répondants jugent que c'est une force, et reconnaissent la qualité des infrastructures informatiques et digitales, et enfin, même si c'est un peu plus lointain, l'esprit d'entreprendre que l'on trouve en France. Et avoir en France cet écosystème performant n'est pas anodin, car près de 60% de nos répondants nous disent avoir des liens de travail avec des startups. Pour 2/3 d'entre eux, il s'agit de véritables partenariats sur des projets où les entreprises installées, les incumbents comme on dit en anglais, profitent de l'agilité et de la créativité des startups. Pour un autre tiers, il s'agit d'une relation de client-fournisseur. Enfin, plus de 10% des répondants nous disent avoir investi dans des startups pour soit en prendre une part, soit en prendre le contrôle complet. Troisième point à notre agenda, les principaux événements qui ont impacté l'attractivité de la France ces derniers mois. Comme chaque année, donc, on s'est intéressé à ces événements marquants et nous avons sondé nos répondants sur leur perception. Alors bien sûr, le premier thème qui ressort, c'est la pandémie. Et on a voulu comprendre l'impact de la situation sanitaire sur l'activité économique et sur les investissements. La bonne nouvelle, si je puis dire, il y a peu de bonnes nouvelles dans cette pandémie, c'est que 3/4 des investisseurs estiment qu'il faudra 2 ans ou moins à leur société pour retrouver le niveau d'avant-crise. Et plus d'un tiers d'entre eux pensent même qu'il leur faudra moins d'1 an, ce qui est une très très bonne nouvelle, une nouvelle très optimiste. Et sur les investissements futurs, l'image est intéressante puisque 2/3 de nos répondants pensent que la crise sera neutre ou peut-être même positive sur les investissements. Les autres pensent que l'impact sera au contraire négatif ou ne savent pas en raison certainement des restructurations attendues ou de décisions qui vont être différées, voire même du développement d'autres formes d'économie comme l'économie circulaire. Nous avons aussi demandé à nos répondants ce qu'ils pensaient des efforts du gouvernement français pour soutenir et relancer l'économie au plus fort de la crise sanitaire. Et là, la réponse est aussi quasi unanime. 96% des investisseurs considèrent que les mesures de soutien, c'est le graphe de gauche, et le plan de relance, c'est le graphe de droite, ont été ou sont au moins aussi compétitifs que ceux des autres pays européens. 96% des investisseurs. Ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle qui montre que la France a des atouts et va avoir des atouts pour tirer son épingle du jeu de cette situation très compliquée dans laquelle nous sommes. Au passage, cette crise sanitaire a bouleversé notre économie, mais pas que. Elle a aussi bouleversé nos méthodes et nos habitudes de travail, avec en particulier la montée en puissance quasi instantanée du télétravail. J'imagine que pas mal d'entre vous télétravaillent aujourd'hui. Et nous nous sommes demandé si le télétravail remettait en cause les investissements prévus par les entreprises américaines et s'il fragilisait la position concurrentielle de la France par rapport à d'autres pays qui ont peut-être des structures de coûts ou des atouts un peu différents. Au contraire, nos répondants nous disent en grande majorité, plus de 80% d'entre eux, c'est le graphe de gauche, que le télétravail est positif ou neutre pour l'efficacité au travail, qu'il est positif ou neutre pour l'accélération de l'entrepreneuriat en France. Plus de 90% de nos répondants nous disent ça. Ils sont en revanche un peu plus mesurés quant à l'impact du télétravail sur les investissements étrangers vers la France. 3 sur 4 de nos répondants pensent qu'il sera positif ou neutre, cet impact. Et 1 sur 4 pense que cet impact crée un danger pour la position concurrentielle de notre pays. Dans leur propre entreprise, d'ailleurs, nos répondants nous disent que le télétravail va amener à repenser l'environnement de travail, près de 70%,
à modifier l'organisation du travail et les avantages des salariés, près de 60% nous disent ça, et sans doute réduire la taille des locaux à l'échelle nationale, ce qui va amener en fait, des implications pour la partie real estate de ces business. Alors, chaque année, en fait, nous posons depuis l'élection de M. Macron et l'arrivée de nouveaux gouvernements, nous demandons à notre panel de commenter les réformes entreprises par le gouvernement. Ça, c'est indépendant, en fait, du plan de réforme et du plan de sortie de crise sanitaire. Sur l'effet des réformes, les réponses sont généralement positives et enthousiastes, même si les réponses sont aussi légèrement en retrait par rapport à la dernière édition. On a 71% des investisseurs qui pensent que les réformes conduites par le gouvernement depuis l'élection du président Macron ont un impact positif ou très positif sur l'investissement étranger en France. Alors, ils étaient 86% en 2019, c'est un retrait important, mais ça reste quand même une zone très positive. 64% pensent que l'impact est positif ou très positif sur la compétitivité de la France. Ils étaient 74% à le penser l'an dernier. Et enfin, 61% pensent que l'impact est positif ou très positif sur la situation économique de la France. Ça, c'est à comparer avec 78% l'an dernier. C'est la plus forte chute, 17 points de chute. Mais les raisons de l'enthousiasme n'ont pas changé depuis l'année dernière. Elles sont diverses. On les avait déjà évoquées dans le baromètre 2020. Je voudrais en rappeler quelques-unes. D'abord, c'est le discours pro-business du gouvernement. Ce sont les réformes ambitieuses, c'est la stabilité et la continuité. Alors, bien sûr, l'incertitude liée à la pandémie modère un peu cet enthousiasme, mais les raisons sont toujours là. Il y a quand même deux sujets d'inquiétude qui ressortent fortement et il faut en parler. Premièrement, c'est l'impact très négatif de l'action gouvernementale sur le climat social. On a vu précédemment l'importance de ce climat social pour les choix d'investissement. Et le deuxième point, c'est un fort sentiment d'inquiétude par rapport à la dette publique. Plus de 70% de nos répondants expriment cette inquiétude parce qu'ils savent qu'il faudra un jour payer la facture et repayer cette dette. Et donc, ils voudraient vraiment que ce sujet reste sur l'agenda en fait, du gouvernement et reste sur l'écran radar à la fois des pouvoirs publics et des entreprises. Donc ça, c'était pour la France. Parmi les autres événements importants de l'année, l'élection de M. Biden comme président des États-Unis a entraîné des réactions positives et quasi unanimes, en tout cas sur l'évolution des relations transatlantiques. Cette élection semble aussi réduire le risque de guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Cette année, ce qui est intéressant, c'est que seuls 40% des répondants pensent que ce risque de guerre commerciale peut faire peser un risque sur les investissements. C'était 51% il y a un an et c'était 83% de nos répondants il y a seulement 2 ans. Donc, on est passé de 83% à 40% de répondants qui pensent que ce risque de guerre commerciale peut impacter les investissements. Enfin, un petit mot sur le Brexit. Un tiers des répondants seulement pensent que le Brexit va fortement impacter les stratégies d'investissement de leur maison mère en Europe. Un tiers de plus pense qu'il y aura un impact, mais modéré. Et en fait, le Brexit, maintenant qu'il est avéré, peut tout à fait être un atout en fait, pour l'Europe continentale et singulièrement pour la France. Alors, avant de parler de nos recommandations, mon dernier point, c'est un point sur l'attractivité des régions françaises. Les régions qui accueillent le plus grand nombre de nos répondants sont d'abord l'Île-de-France. On a 87% de nos répondants qui sont implantés en Île-de-France. Ensuite, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mathilde, si tu peux aller à la planche d'après, s'il te plaît. Ensuite, il y a le Grand Est et les Hauts-de-France qui, grosso modo, sont à 21-22% chacune. Quand on demande aux investisseurs les critères qu'ils utilisent pour choisir leur région d'implantation, non, si tu peux rester encore une seconde sur la planche d'avant, il ressort clairement que les facteurs les plus importants, toutes régions confondues, sont d'abord la localisation géographique, c'est-à-dire la proximité avec les clients finaux, la proximité avec un centre de production, la présence dans un bassin d'emploi. Ça, c'est 71% de nos répondants qui pensent que la localisation géographique est importante. C'est le dynamisme économique de la région, la qualité des infrastructures et la qualification et la disponibilité de la main-d'œuvre. Et donc, région par région, l'importance de ces critères varie légèrement et ça fait ressortir des réalités terrain un petit peu différentes. Sur ce graphe, on a les 3 régions, Île-de-France, Grand Est et Hauts-de-France. Dans les 3 situations, la localisation géographique est de loin le premier critère mentionné par nos répondants, ce n'est pas une surprise, mais les critères suivants sont différents et ça peut être un petit peu intéressant. Dans le cas de l'Île-de-France,
c'est le dynamisme économique de la région et les infrastructures qui ressortent comme les points les plus attractifs. Pour le Grand Est, c'est la main-d'œuvre qui est mentionnée comme très importante. Et pour les Hauts-de-France, ce sont les infrastructures, mais aussi les coûts d'implantation qui viennent en haut de la liste. Et d'ailleurs, nos répondants perçoivent plutôt positivement les politiques et les actions menées par les régions les plus attractives. Monsieur Leclerc y a fait allusion tout à l'heure. C'est vrai pour les Hauts-de-France, où il y a 70% d'opinions positives ou très positives à droite sur la planche. C'est aussi vrai pour le Grand Est, 56% d'opinions positives ou très positives sur la politique et les actions menées par la région. C'est un petit peu moins le cas pour l'Île-de-France, où la proportion d'opinions positives n'est que de 41%. Donc voilà, des points très intéressants sur lesquels on reviendra sans doute. Je vais passer dans une minute la parole à Bijan Eqbal, notre président, pour les recommandations de l'AMCHAM. En résumé simplement, j'avais dit tout à l'heure que le baromètre 2020 avait été marqué par des résultats records, un moral au beau fixe malgré les gilets jaunes. Sans surprise, le baromètre 2021 traduit une certaine déstabilisation, un petit peu de frilosité, un regain d'incertitude, une certaine polarisation des opinions. Pour autant, l'érosion de l'attractivité de la France est contenue. La pandémie n'a que faiblement entamé l'optimisme des investisseurs américains. Les mesures de soutien et de relance du gouvernement sont plébiscitées. Notre pays est donc très bien placé pour tirer son épingle du jeu en Europe, encore une fois, à condition que des actions soient prises et que l'on maintienne un niveau de vigilance élevé sur les principaux irritants. Donc, ce baromètre doit sans conteste amener la France et les régions à saisir cette crise comme une opportunité pour corriger nos travers historiques et prendre des perspectives positives qu'offre ce signe noir, ce black swan, qu'est la pandémie pour l'avenir du pays. La France a tous les leviers en main et l'AMCHAM va l'accompagner dans ses efforts. Je laisse maintenant la place à Bijan pour présenter nos recommandations. Merci beaucoup, Marc-André, pour cette belle présentation. Ça fait à chaque fois chaud au cœur de voir les résultats du baromètre, et cette année en particulier, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, et de voir cette solidité est plutôt réconfortante. Donc bonjour à tous. Il faut garder à l'esprit quand même que l'attractivité est vraiment un puissant moteur de croissance pour notre pays. Et donc il faut vraiment pas la négliger. Le deuxième point à titre liminaire que je voudrais préciser, c'est que la crise que nous traversons affecte tous les pays du monde, contrairement à d'autres crises économiques que nous avons pu connaître. Et donc, d'une certaine manière, vous pardonnerez l'expression, les compteurs sont remis un petit peu à zéro partout par rapport à cette crise. Et il faut y voir pour la France, compte tenu de ce qu'a expliqué Marc-André, et comme tu le faisais ressortir dans ta conclusion, une véritable opportunité pour la France pour corriger un certain nombre de nos irritants et nous rendre encore plus attractifs. Et c'est dans cet esprit que l'AMCHAM a développé 5 propositions, 5 voies de travail plutôt, sur laquelle nous nous concentrons, dont cette réunion aujourd'hui est l'une des illustrations, puisque le premier facteur sur lequel on veut se concentrer, ce sont les régions. Il nous est en effet apparu que les travaux de l'AMCHAM étaient très centralisés par le passé, alors que nos membres sont présents dans chacune de vos régions, et par conséquent, c'est une opportunité pour travailler ensemble, à la fois en les soutenant, mais également en essayant de participer à la vie des régions, parce qu'il est incontestable aujourd'hui que les régions jouent un rôle absolument essentiel dans l'attractivité des entreprises sur leur territoire, et le développement de celles-ci, synonyme de création d'emplois, il ne faut pas l'oublier. Et comme vous le disiez, Monsieur Leclerc, tout à l'heure, vous travaillez sur des points pour améliorer les formalités administratives, mais dans mon métier d'avocat, il m'est arrivé de voir également ce que faisaient d'autres pays limitrophes tels que la Suisse pour attirer justement les talents des entreprises et les inciter à venir s'installer en Suisse en accompagnant par exemple des transferts de sièges. Et c'est vrai que
ce qu'ils mettent en avant fortement dans la promotion de leur territoire, c'est justement les infrastructures, la qualité de l'éducation, les formalités administratives, le logement et la qualité de vie. Donc en France, on a tous ces leviers et c'est important de pouvoir les communiquer de manière efficace quand une entreprise atterrit dans les Hauts-de-France, ils sachent qu'ils ont accès à tout ça et comment le faire pour simplifier la vie éventuellement de ces salariés étrangers. Donc le travail des régions s'associe à le travail des entreprises s'associe à celui des élus locaux et des préfets et s'inscrit ainsi dans un écosystème déterminant de l'action publique locale. Rappelons qu'il y a 4500 filiales de sociétés américaines qui sont implantées en France et qu'elles emploient près de 500 000 salariés. Ce sont autant de cellules familiales qui irradient l'économie locale et nationale. En ce sens, nos membres en région ont la possibilité, comme je le disais, d'agir comme ambassadeurs régionaux d'investissement au quotidien auprès de leur exécutif américain et aussi pour attirer de nouveaux investisseurs dans leur exemplarité. À cet égard, comme on l'a vu tout à l'heure par les différentes statistiques qu'a exposées Marc-André, la concurrence interrégionale est un facteur vertueux d'accélération à notre sens. Donc l'AmCham sera très présente dans les régions, dans la communication et les événements qu'elle y organisera pour susciter et entretenir cet appétit. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le deuxième point sur lequel il nous paraît très important de réfléchir et d'agir, c'est l'attractivité du marché du travail. Le baromètre a révélé que le climat social est le facteur numéro 1 dans l'esprit de 100% des répondants cette année. Après les ordonnances de 2017, on constate que la complexité des procédures pour 73% d'entre eux et le coût du travail pour 69% d'entre eux sont perçus comme des freins. Il s'agit sans doute, comme le disait Marc-André, d'une crainte suscitée par la nécessité de réorganiser dans le contexte actuel, plus qu'un déni des efforts de réforme entrepris, et ceci dans un contexte maintenant d'autant plus sensible d'élections régionales et d'élections présidentielles à venir. Pour autant, les changements imposés par la crise doivent être reçus comme une opportunité, ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt qu'une menace pour le pays, car comme on a pu le constater, le télétravail, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce sujet, il y a eu beaucoup de communication défensive sur le sujet, en percevant le travail comme un risque d'exportation des talents, enfin d'exportation des emplois plutôt à l'étranger, alors qu'il faut le percevoir à notre sens comme une véritable opportunité pour la France, car ça crée des opportunités et un accès à des recrutements que nous n'avions pas avant. Quand vous aviez une entreprise qui était basée à Lille, c'était très difficile d'aller chercher des talents qui étaient à Bordeaux. Ils n'avaient pas forcément l'intention de déménager pour des territoires plus au nord. Et aujourd'hui, on peut faire la combinaison des deux, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir nos talents qui sont dans le sud de la France et puis qui viennent de manière régulière au siège de l'entreprise pour travailler. Donc ça crée une dynamique et c'est la même chose pour l'étranger. On peut réfléchir avec des talents qu'on pourrait essayer de recruter dans les pays limitrophes, qui pourraient faire des allers-retours vers le siège, qui seraient employés par l'entité française, à condition qu'on règle un certain nombre de problématiques fiscales au sujet, par exemple, des établissements stables. Il faut vraiment avoir une dynamique positive, comment on peut valoriser à travers la formation la qualité de la main-d'œuvre que nous offrons en France et du coup élever la qualité des emplois, ce qui permettra, par l'attrait de cette flexibilité, des équilibres choisis de chacun, encore de créer une dynamique profonde et positive, contrairement à ce réflexe un peu qu'on a toujours de défense dans le pays. Ça amène aussi des modifications de comportement, de responsabilisation individuelle, d'entrepreneuriat, de mentoring et de tas d'autres sujets dans la même verve. Donc, l'AmCham va mettre en œuvre une réflexion approfondie, et on est en train de le faire d'ailleurs actuellement,
à travers différents comités sur l'ensemble de ces sujets, y compris sur les conséquences qui y sont associées en matière d'immobilier, de fiscalité, comme je le mentionnais tout à l'heure, d'organisation du travail, pour aboutir sur des propositions concrètes dans ce domaine. Le troisième point, tout à fait important, c'est la transition écologique et l'inclusion, qui sont des vrais vecteurs d'attractivité. La France était précurseur avec la loi Pacte en instaurant la notion de sens de l'entreprise dans son objet social. La notion de RSE ou de ESG côté anglo-saxon est une notion qui existe depuis 2004, mais qui a été excessivement développée, et chacun sait que c'est une attente qui s'impose aujourd'hui en matière de recrutement chez les jeunes, mais c'est aussi un sujet de performance. On s'aperçoit que les entreprises qui font la promotion de la RSE performent généralement mieux que les autres. C'est une attente des clients de ces entreprises, et c'est une attente des salariés, c'est une attente des jeunes, et des investisseurs, bien évidemment, parce que tout se tient. Donc la France était également au rendez-vous de la transition écologique avec la Convention de Paris, et nonobstant le retrait temporaire des États-Unis de celle-ci, on a constaté que les entreprises ont porté haut leur responsabilité sociétale, qui comprend la transition écologique et l'inclusion, comme vecteur incontestable de croissance et d'attraction des talents. Aujourd'hui, les États-Unis sont de retour et on s'en félicite. Et le président Biden tient un Climate Summit aux États-Unis aujourd'hui, ce qui est aussi un signe très très fort envoyé à la communauté internationale. Donc à cet égard, les initiatives collaboratives entre les secteurs économiques et de distribution doivent être promues, et la relation transatlantique a un rôle essentiel à jouer ici. L'AmCham a par ailleurs publié en juin 2020 un livre blanc intitulé « L'inclusion en entreprise, un impératif social et un gage de réussite », ce qui prouve notre engagement sur ce sujet que nous entendons porter très haut. Le quatrième point, c'est l'innovation, comme l'ont beaucoup développé à la fois Jessica Webster, M. Leclerc et Marc-André. Plus de 85% des investisseurs ont une perception positive ou très positive de l'écosystème d'innovation en France. 96% plébiscitent le plan de relance français, 39% le trouvant plus compétitif que les autres en Europe. Pour autant, il apparaît que la France n'entretient pas la culture du risque nécessaire aux investissements attendus par nos PME et ETI dans l'innovation, même si on constate aujourd'hui que nous avions eu une nouvelle licorne avec Alan qui est apparue ces derniers jours à ce niveau, donc on doit s'en féliciter. Et il faut remarquer aussi que ce n'est pas l'épargne qui manque, surtout du fait de la crise que nous traversons. C'est beaucoup accru. Et alors que le succès de la FrenTech est là, il faut engager une réflexion sur les sandbox réglementaires et les outils susceptibles de canaliser l'épargne vers nos startups pour en faire des scale-ups puis des licornes. L'AmCham, qui a récemment publié un livre blanc sur ce sujet, préconise de renforcer l'accès au capital et au financement, d'encourager les entreprises à poursuivre leur digitalisation et de travailler à l'adaptation d'un cadre réglementaire toujours plus favorable à l'innovation en France, que ce soit en matière de financement et d'innovation technologique. La relation transatlantique collaborative et participative a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Le dernier point, c'est la prévisibilité réglementaire et fiscale. Comme on sait, la France est engagée sur une voie de simplification réglementaire et fiscale et de réduction des impôts, salutaire d'un point de vue économique depuis 2017. Le baromètre traduit une certaine inquiétude ressentie vis-à-vis des engagements pris au regard des conséquences de la crise. Je pense que cette inquiétude vient également de la période électorale qui s'annonce. C'est encore une question de perception. Sur l'impôt sur les sociétés, il faut rassurer sur la poursuite des objectifs annoncés. C'est ce que le gouvernement fait de manière régulière, mais c'est vrai que les investisseurs américains sont assurés, car 70% des répondants sont inquiets par un discours clair et cohérent
dissociant la dette de fonctionnement de la dette d'investissement liée à la crise du Covid-19. Car c'est vrai que quand on y pense, on aurait pu avoir une dette différente qui aurait été associée uniquement à l'indemnisation du chômage et à faire face aux problématiques de faillite. Là, on a une dette qui a été engagée pour soutenir l'économie et les investissements et le plan de relance. Donc, on a des actifs à mettre ensemble en face et c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer de manière aussi dynamique. Il faut comprendre que du point de vue des investisseurs américains, en France, la cohérence et la stabilité réglementaire et fiscale sont susceptibles d'inquiéter et de gripper les opportunités de manière durable, sont aussi une question de perception et de ressenti associée à notre communication, parfois au-delà des actes. Donc l'AmCham s'attache à promouvoir ces équilibres délicats et nécessaires, et encore une fois, d'autant plus dans la période électorale qui s'annonce. Il faudra avoir un discours toujours pro-business, parce que au niveau de l'AmCham, nous inscrivons, comme le disait Marc-André, dans le temps long. Ce qui est les questions qui se posaient autour de la succession au niveau de la présidence américaine. Le même sujet va se poser pour la présidence, les élections présidentielles en France. Encore une fois, notre œuvre s'inscrit dans le temps long. Ce qui est important, c'est de soutenir l'attractivité vis-à-vis de nos entreprises qui viendront s'installer en France et de celles qui sont présentes en France et qui doivent défendre vis-à-vis de leur exécutif le travail qu'ils font au quotidien, qui sont source de réussite et d'emploi en France. Encore une fois, l'attractivité est un très puissant moteur de croissance pour le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bijan. Comme l'ont très bien dit M. Leclerc, comme le montrent très bien les résultats de l'enquête et comme vient de le rappeler Bijan, l'attractivité du pays, c'est un enjeu capital pour le pays, pour son futur, pour nos enfants. Mais c'est aussi, si je peux utiliser l'expression, un jeu qui se joue sur le terrain et qui se joue dans les régions. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de reprendre les mêmes questions que l'on a vues, les facteurs positifs, les freins, et de les examiner à travers des exemples extrêmement concrets de 3 entreprises membres de l'AmCham France et extrêmement actives dans la région Hauts-de-France. Donc, nous allons successivement examiner les situations de 3M, de FedEx et de Otis France, et je demanderai à chacun des intervenants de revenir très concrètement au niveau de leur entreprise, bien sûr avec une brève introduction de leur entreprise dans la région de France, mais aussi sur les facteurs d'attractivité de la région et du pays qui comptent beaucoup pour eux, et bien entendu aussi leur contribution à l'activité, au développement économique de la région. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite céder la parole à M. Alain Simonet, directeur général de 3M. Merci Patrick. Juste vérifier que vous m'entendez bien, peut-être? Oui, très bien. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la Commission économie de la région des Hauts-de-France, Madame le Ministre, conseiller de l'ambassade des États-Unis, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de représenter 3M aujourd'hui et de venir évoquer, comme ça l'a été fait par les intervenants précédents, non seulement la présence de notre groupe en France, l'attractivité de la France, mais plus particulièrement des Hauts-de-France, c'est bien le sujet que nous évoquons. Donc 3M, vous le savez, est un groupe mondial qui, fort de plus de 95 000 collaborateurs, développe, fabrique, commercialise plus de 55 000 produits et solutions sur des marchés très diversifiés, qui vont de l'industrie au transport, à l'énergie, en passant par la santé et le grand public. Donc un panégyrique assez large à la fois de marchés, de clients, d'intervenants et de partenaires. Pour nous, la proximité avec les clients est véritablement au cœur de la stratégie de l'innovation, et c'est pour cela que 3M, dans sa démarche, s'implante localement fortement, aujourd'hui dans plus de 120 pays à travers le monde, et notamment en France, depuis 1952. La région des Hauts-de-France, elle, a vu nos premiers investissements, les premiers investissements de 3M sur son territoire, dans le département du Nord, avec la création du site de Tilloy-les-Cambrai en 1975.
Donc, ça remonte à une période de notre économie assez différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Ce site 3M voit alors sa naissance autour de technologies et de production d'adhésifs industriels qui sont au cœur de nos métiers. Hein. Peut-être vous le savez ou vous avez rencontré ces solutions dans votre environnement qui étaient et qui sont encore au cœur de nombreux procédés industriels d'assemblage notamment. Au fil des années, soutenus par aussi des investissements de R&D globaux mais aussi locaux et en proximité avec les grands acteurs, notamment du marché européen de l'aéronautique et de l'automobile, qui sont fortement implantés sur notre territoire français, le site a su développer une expertise reconnue autour des adhésifs structuraux pour tout un tas d'applications. Mais je l'évoque parce que ça touche à certains aspects dont les intervenants précédents sont venus, à savoir des enjeux aujourd'hui de développement durable, par exemple, au travers d'innovation et de technologie. Donc, ces adhésifs structuraux dont véritablement le site dans la région des Hauts-de-France, notre site dans la région des Hauts-de-France est devenu un véritable fer de lance pour l'entreprise, s'inscrit aussi non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'avenir, vous le verrez. 10 ans plus tard, en 1985, nouvel investissement stratégique pour 3M sur Thilloy, avec une unité de production de ce que l'on appelle des microsphères de verre creuse. Je dis stratégique parce que ces petits éléments magiques deviennent des composants aujourd'hui essentiels dans des matériaux qui contribuent à réduire les consommations d'énergie et d'émissions de CO2, par exemple, ou l'amélioration des performances d'isolation de matériaux comme les enduits, les peintures, etc. Donc, un petit peu de détails techniques pour là aussi montrer que les éléments de valeur ajoutée que nous construisons sur le site sont critiques et sont bien tournés vers l'avenir. C'est aussi un site stratégique et c'est intéressant pour moi de le mentionner parce qu'au fur et à mesure, cette expertise est devenue véritablement unique en Europe et une des rares dans le monde pour l'entreprise 3M. Donc, ce site est maintenant, pour cette activité, un site stratégique qui voit sa capacité doubler tous les 4 à 5 ans et voit des investissements, bien entendu, venir s'ajouter à l'existant. Le talent des équipes a prévalu et avec ces succès, d'autres diversifications des investissements ont été faits, puisqu'en 87, une autre étape majeure est franchie pour ce site, pour nos investissements dans la région et dans le département. Nous investissons dans le monde de la sécurité routière avec la production d'éléments de microbilles de verre qui viennent rentrer dans la composition des matériaux rétro-réfléchissants 3M que vous connaissez tous puisqu'ils habillent nos plaques d'immatriculation, nos panneaux routiers en France et à travers l'Europe. Et là aussi, là encore, stratégique puisque en 1995 s'établit une unité de production complémentaire de bandes de marquage routier. Ce sont les bandes blanches que vous voyez sur la route et qui sont utilisées là aussi pour la sécurité de chacun d'entre nous sur les routes, sur les autoroutes, de jour comme de nuit et même par temps de pluie. Et donc je disais, l'expertise et la valeur ajoutée sont critiques au point où aujourd'hui Thilloy, ce site est le site de production pour l'ensemble de ses produits pour l'Europe et exporte plus de 85% de sa production. Donc véritablement un succès d'entreprise, un succès local. Récemment, le site vient de remporter un grand prix de l'innovation 2021 décerné par la sécurité routière, ce dont nous sommes très fiers et qui vient renforcer aussi cette image d'innovation, de capacité et de capacité que l'on évoquait précédemment dans les interventions ce matin. Donc, vous l'aurez compris par cet historique rapide, 3M a su construire dans cette région un site stratégique basé sur des technologies innovantes, diversifiées, tournées vers des marchés dynamiques pour l'avenir, et c'est important, j'y reviendrai à la fin, bien sûr grâce au talent et aux compétences de ces équipes locales et au soutien des infrastructures que nous pouvons rencontrer sur le département et sur la région. C'est bien l'objet de la discussion aujourd'hui. La contribution
puisque c'était un des axes aussi pour notre discussion ce matin, la contribution au dynamisme de la région, des entreprises comme la nôtre. Moi, j'aime bien la regarder sous 3 angles différents. Bien entendu, pour nous, faire le choix d'une implantation, et notamment d'une implantation manufacturière, c'est à la fois une ambition de s'inscrire dans la durée, de s'inscrire dans un territoire, mais aussi de s'inscrire pour y créer de la valeur. Y créer de la valeur pour le territoire, y créer de la valeur pour l'entreprise, et bien entendu, y créer de la valeur pour nos clients, comme je l'indiquais précédemment. Donc, contribuer à ce dynamisme, c'est y créer des emplois et y investir. Donc, rapidement, pour vous donner une perspective, sur les 10 dernières années, sur ce site de Tilloy-les-Cambrai, plus de 60 millions d'euros ont été investis dans les 10 dernières années, dont plus de 20 millions sur les 5 dernières années. Donc, vous voyez, un investissement relativement soutenu. Et probablement, c'est ce qui intéressera nos partenaires et interlocuteurs régionaux. Nous prévoyons pour l'avenir, et sur les 3 prochaines années, à nouveau plus de 20 millions d'euros d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de parler là aussi d'où vont ces investissements. Et Bijan évoquait des notions d'innovation, des notions de RSE, des notions aussi de digitalisation de notre économie. Donc, ces investissements vont vers des projets de modernisation pour l'implémentation de nouvelles technologies, j'y reviendrai, le déploiement de solutions et d'applications Industrie 4.0, pour nous, c'est très important, l'utilisation, l'informatisation, l'utilisation des données pour nos sites de production est un élément maintenant essentiel aujourd'hui et pour l'avenir. Et puis des projets d'amélioration de notre empreinte environnementale sur le site, ainsi que l'extension de certaines activités que j'ai mentionnées précédemment. C'est un peu plus de 350 emplois avec plus d'une quarantaine sur les 2 dernières années et un plan, on va dire, à la fois soutenu et ciblé pour l'avenir. Mais contribuer au dynamisme régional, pour nous, c'est aussi, et c'est le second point sur lequel je peux venir rapidement, c'est y construire et y développer des savoirs et des compétences pérennes. Vous avez compris, la valeur ajoutée, l'amélioration continue sont des éléments critiques pour nous sur nos sites de production, donc il faut être capable de le faire et c'est aussi un apport à la région. Notre groupe est un groupe international, implanté en réseau dans de nombreux pays, où l'excellence des produits, de la R&D, l'attention aux bonnes pratiques, le respect des engagements éthiques, responsables, environnementaux, sont vraiment au cœur de tous les métiers de l'entreprise, y compris sur les sites de production. Donc, il est impératif pour nous que ces investissements que j'ai cités précédemment s'accompagnent aussi du développement des collaborateurs 3M actuels ou à venir, y compris dans le cadre du recrutement de ces collaborateurs, quel que soit le profil que nous recherchions. Donc, c'est pour ça que nous développons des savoir-faire qui sont véritablement ciblés, mais qui donnent aussi naissance à de nouveaux projets. Et rapidement, peut-être pour l'illustrer, aujourd'hui, plus de 25 projets de développement de nouveaux produits sont actifs et seront déployés sur les 3 prochaines années. Donc, vous le voyez, des ambitions qui restent fortes, encore une fois, et j'insiste, avec de la valeur ajoutée sur ce site et sur cette région. Et puis, la dernière dimension, rapidement, c'est bien sûr de mentionner le lien de nos enjeux de nos activités avec les enjeux de société mentionnés précédemment. Vous avez compris que les produits Made in Tilloy contribuent et nous en sommes fiers à certains de ces enjeux, la sécurité routière, la réduction des émissions de CO2 et donc l'impact sur l'environnement, mais aussi la volonté de contribuer toujours à la dynamique de la région, à la dynamique RSE, avec des projets sur le site, mais aussi auprès de nos communautés locales, que ce soit par des ateliers de travailleurs porteurs de handicap ou de journées de participation à diverses activités locales ou support aux associations locales, démarches traditionnelles, mais que nous continuons à amplifier au fur et à mesure. Très rapidement, et pour en terminer sur les atouts de la région, ils ont déjà été évoqués dans l'étude mentionnée tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dessus, pas particulièrement. Peut-être
peut-être plutôt pour évoquer, au-delà des atouts qui ont été bien ciblés, peut-être des opportunités. Des opportunités qui, pour nous, si nous devions les cibler et qui semblent pour nous mériter un peu d'attention, ou encore de l'attention, le développement des filières chimie et qualité automobile, permettant d'alimenter notre besoin en cadres, techniciens et opérateurs qualifiés sur ces secteurs. C'est critique pour nous. Et bien sûr, le soutien public à l'investissement pour l'innovation, la modernisation des équipements, etc., qui sont des facteurs significatifs de décision pour nous, hein, au-delà bien entendu, des notions de fiscalité, de stabilité et de situation ou d'environnement social. Ces éléments-là sont malheureusement, dans ce que nous observons souvent, des dispositifs très sectoriels. Comme nos activités sont de nature s'adressant à une diversité de secteurs, vous l'avez compris, très souvent, il nous est difficile d'en bénéficier. Donc voilà, c'est certainement quelques réflexions à avoir. Et puis continuer à valoriser la région pour attirer de jeunes cadres et techniciens qui viennent d'autres régions. Ça a aussi été mentionné ce matin. Ça nous paraît être important, car pour nous, c'est une région qui, à notre image, aime gagner, qui a du caractère. Chez 3M, nous, on aime ça. Donc, nous souhaitons voir que cet état de fait non seulement continue, mais s'amplifie. Voilà. Donc, une vue rapide en 10 minutes de notre implantation, de nos ambitions, mais aussi du type de partenariat que nous souhaitons continuer à développer avec le département du Nord et bien entendu avec la région Hauts-de-France. Voilà. Très bien, Alain, merci. Message bien reçu. Je passe tout de suite la parole à Jérôme Ouvion de FedEx. Patrick, vous m'entendez bien, juste pour être sûr? Oui, absolument, on vous entend très bien. Parfait. Bon, on travaille dans l'Express, je vais essayer de faire de l'Express, Patrick. Non, premier sujet, le contexte de FedEx dans la région. FedEx en a implanté depuis les années 80. On a à peu près 1000 collaborateurs qui habitent dans la région. À peu près 500 qui y travaillent sur nos plateformes de Lille, Arras, Amiens, Compiègne, et puis 500 qui travaillent plutôt sur nos plateformes de Roissy-Charles de Gaulle, où on a notre plus gros hub à travers l'Europe et en dehors des États-Unis, sur lequel on a 2500 collaborateurs. Mais donc, on voit que 500 collaborateurs habitent dans les Hauts-de-France, qui renforce l'attractivité de la région, la qualité de vie. Je veux dire, ça le confirme. Et puis, on a une base de 32 000 clients actifs dans les Hauts-de-France. Je vais y revenir parce que ça nous permet d'avoir une bonne visibilité de l'activité. Juste un petit mot à titre personnel. Je suis ravi de participer parce que je suis attaché à la région. J'ai grandi à Béthune, j'ai grandi à Marc-en-Barœul et j'ai fait mes études à Lille. Donc, c'est une région qui m'est chère et je peux en parler avec le cœur. Ce n'est pas juste l'entreprise, mais c'est l'homme aussi qui en parle. Non, pour couvrir les deux points, les forces et puis les points sur la région, les forces, on a évidemment, nous, en tant que transporteurs, les points qui ont été déjà évoqués, que ce soit par Marc-André et puis par Alain Simonet, les points d'infrastructure et le point de la localisation. Infrastructure, je veux dire, d'un point de vue route, d'un point de vue équipement, la région est dans les plus hauts standards de l'Europe, la France étant déjà dans les plus hauts standards de l'Europe, mais la région étant dans les plus hauts standards de la France. Et puis, en termes de localisation, évidemment, une région qui se situe entre l'Angleterre, entre le Benelux, entre la France, au niveau de ces carrefours, est une région qui nous intéresse énormément et qui fait que depuis 30 ans, on y investit régulièrement. Mais ce n'est pas les seuls points, c'est des points clés pour nous, mais un point qui est vraiment essentiel, en fait, c'est le dynamisme, tout simplement, de la région. C'est-à-dire que je vous parlais d'une base de 32 000 clients. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a tous les secteurs d'activité qui sont représentés dans la région et tous les secteurs, ils sont actifs. Alors, je ne veux pas vous faire une longue liste, mais juste pour illustrer ce propos, nous, dans notre base clientèle, je ne vais pas vous dire les 32 000 clients, je vous rassure, mais on voit du textile spécialisé. On a Sophie Hallette dans la dentelle, on a Chanterelle, bien sûr, on a Frémaux Delorme. On voit du luxe avec Chanel, avec L'Oréal. On voit de la fourniture industrielle, Rubix, RS Components. On voit de la pharmacie, Evolufarm, de l'aéronautique. On voit un groupe de signalétique, le groupe Doublé, qui est un groupe très dynamique. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est une région qui vraiment a diversifié son activité, ce qui permet à la fois d'être résilient en cas de crise, puisque on touche à tous les secteurs, mais surtout qui, du coup, vit de ce dynamisme et se nourrit en permanence de ce dynamisme. Je vais évidemment
formation des hommes, puisque j'en suis issu, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on cherche à recruter des collaborateurs, que ce soit, je disais, pour nos plateformes aéroportuaires, Roissy ou Marly, ou que ce soit pour les Hauts-de-France eux-mêmes, on trouve toujours les compétences à tous les niveaux de l'entreprise et sur tous les métiers. Donc ça, c'est évidemment un point essentiel, puisque l'entreprise, c'est avant tout les équipes. Voilà, ça, c'est peut-être les points de force. Rapidement, hein, Patrick. Les points qu'on voit comme possibilité d'amélioration, nous, je vais en couvrir surtout un. C'est l'orientation des entreprises qui sont basées dans les Hauts-de-France vers l'export. Quand je dis l'export, ça peut être en dehors des Hauts-de-France ou évidemment vers d'autres pays. On voit que ce n'est pas toujours une priorité numéro une. Or, on pense que ça permet juste de multiplier les marchés et d'ouvrir encore plus ces marchés, plus on regarde vers l'export. Alors évidemment, en tant que transporteur expressiste, nous, on est prêt à accompagner les entreprises de la région là-dessus. Je n'ai pas présenté FedEx, mais FedEx, c'est 500 000 collaborateurs à travers le monde, avec une vocation à fournir un service exceptionnel sur le transport. Et on a la proximité avec notre aérien de CDG, qui permet concrètement, quand on collecte des colis dans les Hauts-de-France, vous êtes sûr d'être livré dans les 24 heures dans toute l'Europe et dans tous les États-Unis. Et en 48-72 heures, vous avez accès au monde entier avec une solution clé en main. On va s'occuper du dédouanement, on va s'occuper de l'administratif. On vient prendre les colis chez vous, ils sont livrés, vous ne vous occupez pas du transport. Ça, c'est un point essentiel parce que je pense que, comme je disais, l'export, c'est une opportunité. Parfois, il y a le frein, quand on est une PME, de voir le sujet de l'export comme quelque chose de potentiellement compliqué. Voilà, nous, on est là pour simplifier ça. Et le dernier point que je veux couvrir, c'est peut-être la bonne coopération entre le public et le privé dans la région, parce qu'on l'a vu, alors on le voit régulièrement, on l'a vu particulièrement sur un sujet comme le Brexit, extrêmement compliqué à de nombreux niveaux. Et là, on a vu une équipe Hauts-de-France qui voulait travailler ensemble entre les administrations, nos clients, nous-mêmes, tout le monde à la recherche de solutions pour s'assurer que ça se passe le mieux possible. Et en tout cas, pour nos clients, on a pu voir que ça se passait extrêmement bien. Voilà, donc voilà les quelques points que je voulais couvrir. Patrick, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ces points très clairs. Sans plus tarder, je passe tout de suite la parole à Olivier Roubière, qui va maintenant nous parler de Otis France. Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Patrick. Donc, Olivier Roubière, je suis le directeur général d'Otis France et membre du board de l'AmCham. Et à ce titre-là, je remercie l'AmCham de me donner l'opportunité de présenter Otis, très présent dans cette très belle région et très dynamique région des Hauts-de-France. Alors, deux mots sur Otis. C'est un groupe américain dont le siège est basé dans le Connecticut. Pour ceux qui ne le savent pas, Otis est l'inventeur de l'ascenseur il y a plus de 168 ans. Donc, il est leader dans le monde, leader en France et leader dans les Hauts-de-France. Otis est le seul gros ascensoriste en France à produire sur le territoire. Dans le Lorraine, nous avons une unité de production qui distribue l'ensemble de l'Europe. Et nous avons sur Roissy un centre de pièces détachées qui distribue également l'ensemble des pièces détachées sur l'Europe. Donc, Otis, en quelques mots, donc, installe, maintient, répare les ascenseurs, escaliers mécaniques et les portes automatiques. Alors, si j'ai bien compris, l'objectif, c'est effectivement, dans un premier temps, de m'arrêter sur le dynamisme en termes d'employabilité sur le territoire régional. Donc, nous sommes présents dans les Hauts-de-France depuis la fin des années 50. Nous y employons plus de 280 personnes au travers d'une implantation évidemment très proche des centres urbains. On a une direction régionale à Lille, mais la proximité liée à notre métier de service nous rend présents à Dunkerque, Calais, très près de Boulogne, à Fresnes, également proche d'Arras, Amiens, Valenciennes, Saint-Quentin et près de Compiègne. Donc, on a vraiment un maillage sur l'ensemble des Hauts-de-France qui nous permet de satisfaire l'ensemble des clients. Tous les ans, nous recrutons entre 30 et 40 nouveaux collaborateurs. Ça, c'est un point important, donc 80% de techniciens. Et nous sommes très engagés dans la formation d'alternants. C'est plus d'une quinzaine d'alternants qui sont représentés, qui sont embauchés dans les Hauts-de-France. Et chaque année, nous participons à cette
développement des jeunes et leur arrivée dans le marché du travail. Notre centre de formation est basé en Île-de-France, sur Argenteuil, et nous travaillons avec de nombreux établissements et écoles en France pour garantir une excellente employabilité. Et aujourd'hui, le métier de technicien dans l'ascenseur est un métier prisé. On a du mal à toujours trouver les personnes. En termes de développement sur la formation, je tiens à mentionner l'engagement de la région Nord au niveau national pour l'établissement d'une filière BTS au niveau de la filière ascenseur. Comme vous le savez, la filière technique dans l'ascenseur devient de plus en plus technologique. On a besoin aujourd'hui d'être capable de trouver des techniciens hautement qualifiés. Et la région Nord, on a beaucoup de collaborateurs qui participent à l'établissement de cette filière avec le ministère de l'Éducation. Mon deuxième point, donc en termes de partenaires essentiels, puisqu'on parle beaucoup d'activités économiques, donc le dynamisme de cette région est pour nous la clé en termes de présence dans les différents segments. Donc nous sommes présents aux côtés d'une grande variété d'acteurs sur tout le territoire des Hauts-de-France, que ce soit les sites industriels, les établissements de santé, les établissements publics et administration et le logement public et privé. Donc sans citer tous nos partenaires, mais en termes si je commence par le logement, en commençant par le social, évidemment, je reviendrai sur Veolia tout à l'heure, qui est pour nous un acteur en termes d'innovation, avec lequel nous innovons pas mal. Mais il y a 3F Logis, l'OPAC d'Amiens, l'OPAC de l'Oise, OPH Terre d'Opale, qui sont quelques exemples. Donc ça, c'est côté habitat social, où le secteur est très dynamique. Nous avons côté privé, évidemment, les grands acteurs, Sergi, Foncia, Citia. Ça, c'est le premier secteur de l'habitation. Côté secteur hospitalier, donc là également, nous sommes très présents au CHU d'Amiens, de Lille, que ce soit Douai, Béthune, Compiègne, Boulogne, des cliniques privées, des EHPAD. En ce moment, on concourt sur le CH de Lens. Donc, il y a vraiment une dynamique côté hospitalière qui est importante à mentionner sur les Hauts-de-France. Ensuite, on est présent auprès des administrations, que ce soit avec la région, la préfecture, la direction des douanes, le port de Dunkerque, les conseils régionaux des différents départements. Et enfin, les deux derniers secteurs, c'est le côté industriel. On travaille avec EDF, on travaille avec Arcelor, on travaille avec Procter & Gamble, Colgate, Saint-Gobain, AstraZeneca. Donc, c'est des partenaires industriels sur lesquels on a beaucoup de monte-charge et de production continue. Et enfin, le secteur commercial, très impacté en ce moment par le Covid, mais il devrait retrouver des couleurs, je l'espère, rapidement avec la FNAC, le Printemps, Auchan, qui sont pour nous des acteurs clés. Enfin, mon dernier, peut-être le troisième point, c'est Otis, une entreprise innovante et engagée. Alors, c'est vrai que pour nous, la région Nord, c'est un peu une région où il y a beaucoup de premières. Et je voudrais mettre en avant, illustrer un partenariat avec Veolia, le bailleur Veolia, avec lequel on développe l'initiative vous savez que les ascenseurs deviennent de plus en plus connectés. Les nouveaux ascenseurs sont IoT native. Pour le parc existant, bien on est capable de connecter ces appareils pour connaître en temps réel leur fonctionnement et être capable de faire de la prédictivité, de la maintenance prédictive et au final garantir du uptime et de la disponibilité pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un point important, un partenariat qui est vraiment d'actualité et qui fait partie des investissements en digitalisation, qui fait partie des nouveautés qui arrivent sur le marché. Également, je voudrais mettre en avant un partenariat avec un cluster qui s'appelle MyIMO
et qui travaille sur comment inventer l'immobilier de demain et créer des solutions pour le mieux vivre et le bien vivre ensemble le plus longtemps possible dans les habitats individuels. Donc, voilà, ce sont des innovations sur lesquelles nous investissons grâce au dynamisme, j'ai envie de dire, des startups locales et sur lesquelles nous sommes partenaires. Enfin, je voudrais juste conclure mon propos pour respecter le timing sur quelques éléments de RSE très présents pour nous. Le premier point que je dois mettre en avant, c'est évidemment pour nous un de nos absolus, c'est la sécurité des collaborateurs et des utilisateurs d'ascenseurs, puisque vous le savez, notre activité de fait représente un certain nombre de risques et sur lesquels nous formons nos collaborateurs et nous évitons d'exposer nos clients à tout risque de sécurité, l'ascenseur étant le moyen de transport le plus sûr au monde, je le rappelle. Mais nous avons également un programme fort pour diminuer notre empreinte carbone. Nous sommes engagés sur les 55% de diminution à 2030 et étant donné que 85% de notre empreinte carbone est liée à notre flotte de véhicules, nous investissons beaucoup dans le verdissement de cette flotte et sur tous nos flux logistiques. Évidemment, nous sommes engagés auprès du gouvernement sur l'emploi des jeunes. J'ai parlé déjà peut-être des 200 apprentis que nous formons chaque année. C'est un point important pour nous. Et je mentionnerai enfin dans une action RSE notre historique d'engagement sur le handicap. Évidemment, nous sommes une entreprise à mission de mobilité, donc tout ça, ça paraît évident. Mais que ce soit au travers d'actions avec Special Olympics ou dans le cadre de la Fondation, nous soutenons des projets d'aménagement de l'habitat local pour toute personne présentant un handicap. Donc voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur Otis. Donc voilà, la dynamique de l'emploi, le partenaire des acteurs locaux, puisqu'en fait, nous n'existons que parce qu'il y a une dynamique locale. Et enfin, la promotion de l'innovation pour proposer des ascenseurs, une expérience de transport. Il y avait Jérôme juste avant moi qui parlait peut-être du dernier kilomètre. Nous, on est vraiment dans les derniers mètres. Voilà, et on veut que cette expérience soit la plus fluide possible. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Vraiment trois exemples très concrets, passionnants. Je trouve que je voudrais simplement relever 3 points avant que l'on passe à la conclusion. Le premier, c'est, comme l'a dit Bijan, vous le constatez, les entreprises de l'AmCham, les entreprises américaines, s'inscrivent dans la durée. On a vu à quel point, dans les 3 cas, on parle d'une aventure vraiment sur une période longue. Deuxièmement, je trouve très intéressant de retrouver dans ces exemples les atouts, mais aussi les opportunités d'amélioration que l'on avait aperçues, enfin, qu'on avait vues dans l'enquête. Simplement, on est beaucoup plus concret. On peut aller au cœur du sujet. Je trouve ça passionnant. Et puis, le dernier point, il n'a échappé à personne. Tout à l'heure, je parlais d'un jeu qui se joue localement. C'est aussi, bien sûr, un jeu qui se joue en équipe. Et dans ce jeu d'équipe, les agences de développement régional jouent un rôle central, capital, irremplaçable. Et du coup, je suis très, très ravi de demander à Luc Doublé, président de Nord France Invest, de dresser pour nous peut-être quelques éléments de conclusion de notre réunion. Monsieur Doublé. Eh bien, écoutez, tout d'abord, bonjour à vous tous et puis merci beaucoup pour me booster un peu plus dans ma mission et booster un peu plus les équipes qui participent à l'attraction de la région à travers les investissements étrangers. Alors, pourquoi je dis booster? Bien simplement parce que tout ce que vous avez cité sont les axes sur lesquels nous sommes déjà engagés avec Nord France Invest, et je ne vous rappellerai pas tout ce qui a été dit de très gentil d'ailleurs sur notre région, c'est tout ce que je peux dire, ça me met un peu le rouge aux joues un petit peu parce que je trouve que c'est très bien, mais je retiendrai le mot principal qui est le mot dynamisme, et parce que c'est quelque chose qui est nouveau quelque part. Pourquoi la soirée de région, il faut que nous étions au départ une zone de défense. Donc nous avions une région extrêmement dynamique, classée zone de défense, donc un petit peu embêtée parce qu'on a eu peur des Allemands, puis après on a eu peur des Russes.
Mais la tombée du mur de Berlin nous a brutalement permis de revenir à la place que nous avions avant et de redevenir cette espèce de cœur d'Europe. Alors, je sais que tout le monde est cœur d'Europe, mais encore faut-il que le cœur batte. Et nous, le cœur bat. Et c'est pour ça que nous sommes dynamiques. Et merci beaucoup à toutes ces entreprises américaines qui nous aident, bien sûr, en exportant d'ailleurs leurs produits, ce qui est formidable, parce qu'en fait, on voit bien que l'importation d'une entreprise étrangère, ça sert la région, et ça sert également la France en général, puisqu'elles exportent un peu plus. Quant aux infrastructures, vous savez sans doute que non seulement nous sommes la plus grande région de canaux d'Europe, nous sommes aussi la plus grande région autoroutière d'Europe. Et puis, vous allez avoir le canal Seine-Nord qui va arriver, le canal Seine-Nord qui permettra d'aider à toute la logistique dont on sait que c'est très important dans le monde qui vient. Ça nous permettra de pouvoir diminuer l'empreinte carbone de la région, qui est déjà une des régions les plus basses empreinte carbone d'Europe. Pourquoi? Parce il faut quand même bien dire, une production d'électricité qui est de genre plutôt atomique, entre guillemets. Et puis, nous sommes un hub secondaire pour les TGV, et donc il est plus facile de venir chez nous de partout en train qu'en avion, en tout cas du reste de l'Europe. Donc nous avons plein d'atouts. Merci de les avoir soulignés. Je dois dire que nous travaillerons encore plus à vous rendre service. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes entièrement gratuits. Et surtout, n'hésitez pas, venez nous voir si vous avez des projets de développement. Et surtout, portez la bonne parole ailleurs, parce qu'on n'existe bien sûr que par le regard des autres. Et quand vous voyagez et que vous dites que cette région est plutôt belle, eh bien, je sais qu'à travers notamment le comité de tourisme de la région, nous passons notre vie à la valoriser. Et surtout, baladez-vous dans cette région qui est non seulement belle par ses investissements, mais belle également par ses paysages et belle par son histoire. Et merci de nous faire exister encore un peu plus. Merci beaucoup, l'AmCham, et à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Doublet. Notre événement arrive à son terme. Un grand merci à tous les intervenants, à leur passion. Un grand merci aussi, bien sûr, à tous les participants. J'ai oublié de le dire en début de réunion, mais si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On fera en sorte de vous répondre. Et on vous dit tout simplement à bientôt. Sauf si Bijan veut dire encore quelques mots. Merci, Patrick. Oui, j'ai écouté toutes ces interventions avec passion, et le dernier point que je voudrais rajouter, parce que je le vois dans ma pratique d'avocat, je vois le dynamisme encore des régions pour faire des efforts d'attractivité, en particulier dans le cadre de cette crise, et augmenter les populations locales actives, et ce qui sont autant d'opportunités d'aménagement du territoire. Et en ce sens, c'est vrai qu'on a un plan de relance qu'on peut utiliser, et que je sais les régions savent très bien faire fonctionner au profit des différentes entreprises. Donc ça aussi, c'est un levier dont il faut profiter pendant la période où il est disponible, et qui permet d'être gagnant-gagnant, et pour les entreprises et pour les régions et les territoires. Donc un grand merci à tous.